Bonjour tout le monde. Comme c'était mentionné, je m'appelle Aboulfaz Mouelbi et je suis professeur adjoint au département de génie mécanique à Polytechnique Montréal. Aussi, je suis le titulaire de la chaire de recherche en technologie d'assistance et de réadaptation à l'Institut Transmedtech à Montréal. OK, aujourd'hui, je veux parler d'interaction multimodale humain-robot pour les applications d'assistance et de réadaptation. En fait, c'est la première fois que je me présente et aussi je présente mes activités de recherche totalement en français. Je suis principalement anglophone, mais après commencer mon poste à Polytechnique de Montréal, j'ai commencé à parler en français, donc surprise, surprise. Alors, OK, aujourd'hui, je vais présenter les activités de mon laboratoire, aussi mes expériences, les activités de recherche. Et après ça, un petit peu sur l'interaction humain-robot en robotique d'assistance et également en robotique de réadaptation. Après ça, je vais parler des projets futurs de mon laboratoire et un petit peu sur l'approche de la recherche dans mes activités de recherche. Alors, notre mission principale à Polar, qui est mon laboratoire de recherche, le laboratoire de technologie d'assistance et de réadaptation de Polytechnique. En anglais, c'est Polytechnic Lab for Assistive and Rehabilitation Technologies. Alors, oui, notre mission principale à Polar, c'est de rechercher et de développer en fait des technologies robotiques et biomécatroniques innovantes pour aider les humains à réapprendre, restaurer ou augmenter leur performance neuromotrice. Donc, on développe des robots de réadaptation pour aider à l'entraînement thérapeutique et à l'évaluation des performances sensorimotrices. Et aussi, on crée les technologies d'assistance comme les dispositifs et des interventions pour aider les patients handicapés à accomplir leurs activités de la vie quotidienne. En anglais, c'est Activities of Daily Living, avec plus d'indépendance. Donc, les domaines et thèmes de recherche dans mon laboratoire incluent le contrôle neuromusculaire et de réadaptation, biomécatronique, robotique médicale et d'assistance et aussi intelligence artificielle appliquée. Dans le contrôle neuromusculaire et réadaptation, on étudie du contrôle postural humain et contribution et interaction entre les modalités sensorielles dans l'équilibre humain et plusieurs autres choses. Aussi, dans le thème de biomécatronique, on design, on utilise les prothèses, orthèses et exosquelettes mécatroniques pour l'application différente comme réadaptation aussi d'assistance. Alors, en robotique médicale et d'assistance, on travaille sur la planification, contrôle de la trajectoire des robots chirurgicaux, par exemple, conception, contrôle de robots d'assistance, et aussi un sujet vraiment intéressant comme asservissement visuel ou contrôle basé sur la vision. Avec l'intelligence artificielle, on fait les classifications des activités et reconnaissance des intentions pour la robotique d'assistance, et aussi identification des systèmes biomédicaux basés sur l'intelligence artificielle et diagnostic des troubles neuromusculaires à l'aide de réseaux neuronaux convolutifs. Pendant mon doctorat, j'ai travaillé sur la conception des systèmes mécatroniques et robotiques, et plus précisément biomécatroniques. J'ai fait l'optimisation de la conception multidisciplinaire, prise de décision multicritères et mesures fuzzy en utilisant l'intelligence artificielle, et aussi algorithmes de recherche heuristique pour le bout d'optimisation. J'ai également travaillé sur le contrôle des systèmes robotiques médicaux, plus précisément l'asservissement visuel qui comprenait la coordination robotique main-œil, le placement des outils,
a aussi suivi de trajectoire pendant plusieurs applications comme l'application médicale et chirurgicale. Dans les dernières étapes de mon doctorat, j'ai travaillé avec Verdana, qui était en compagnie montréalaise. J'ai travaillé sur la conception multicritère des casques en réalité virtuelle avec les applications différentes, par exemple, pour permettre aux chirurgiens de s'entraîner et aussi pour les aider dans la boucle de la procédure chirurgicale. Et aussi avec en fait l'intégration de la réalité virtuelle au programme de réadaptation. On développe des jeux adaptifs dans un environnement de réalité virtuelle en utilisant les robots de réadaptation. Donc, c'est une activité de recherche actuelle dans mon laboratoire. Alors, après mon doctorat, j'ai joint Kinova et j'y ai travaillé pendant près de 3 ans en tant qu'ingénieur senior en système de contrôle. Je travaillais sur Kinova Cortex, c'était une bibliothèque de programmation de contrôle robotique, et aussi sur le contrôle et planification des robots médicaux. Donc, on avait plusieurs produits chez Kinova. Kinova, c'est une entreprise comme un leader mondial pour la robotique d'assistance et la robotique médicale. Donc, voici un court vidéo des applications des robots Kinova, juste pour fun. En fait, c'est l'application d'assistance pour faire les activités quotidiennes ou activities of daily living. Création de mouvements robotiques et les applications d'assistance, c'était vraiment compliqué. C'était fait avec l'aide de bibliothèque Kinova Cortex, qui était une bibliothèque très moderne pour faire l'application, pour contrôler les bras robotisés chez Kinova. Aussi, en tant qu'un professeur en génie biomédical, en technologie d'assistance et d'adaptation, je souhaite que je puisse collaborer avec Kinova aussi. Alors, après l'expérience extraordinaire avec Kinova, j'ai décidé de revenir au monde académique. J'ai donc commencé en postdoc à McGill où j'ai travaillé dans le laboratoire de contrôle neuromusculaire avec le professeur Robert Carney au département du génie biomédical. Mais mes recherches étaient sur l'intégration sensorimotrice dans le contrôle postural humain, plus précisément les contributions des modalités sensorielles sur l'équilibre humain en position debout. Donc, dans cette activité, un système de contrôle a été modélisé et identifié par des données expérimentales et des algorithmes d'identification du système.
J'ai également créé une nouvelle forme de stimulus visuel avec laquelle on pouvait contrôler l'amplitude et la vitesse de perturbation ensemble pour le processus d'identification du système. Donc, j'utilisais en technologie de réalité virtuelle pour appliquer la perturbation et le stimulus visuel aux patients, au sujet des expériments. Donc, ici, c'est un exemple de notre système expérimental qui comprend la technologie de réalité virtuelle avec le capteur de mouvement, le capteur de laser, les EMG, aussi le plat de force, et plusieurs d'autres modalités de capteurs. Il y a un exemple, un court vidéo dans lequel je montre l'activité d'expériment avec la réalité virtuelle. Donc, il y a une perturbation visuelle à l'aide de casque réalité virtuelle. Et apparemment, il y a des mouvements de swing et on enregistre les activités, les réponses en termes de EMG, le torque, le couple appliqué, les forces appliquées, plusieurs d'autres modalités comme modalité kinématique. Et ici, il y a un exemple de suivi des entrées avec le stimulus de réalité virtuelle. Et après ça, on a identifié un système de contrôle à l'aide de réponses dans le domaine fréquentiel. C'est un exemple vraiment simple. Juste pour prédiction du modèle. À l'aide d'un modèle prédit, on pouvait en fait créer en prédiction vraiment précise comme avec le variance accounted for de 87%. Également, on pouvait paramétriser la réponse des sujets dans notre expériment et aussi séparer les contributions des paramètres de stimulus comme l'amplitude et aussi la vitesse de perturbation. Donc, notre prochaines étapes pour cette activité comprennent l'identification des interactions entre les modalités sensorielles, par exemple vision, vestibulaire et somatosensorielle, caractérisation du contrôle postural chez les patients atteints de déficiences neuromusculaires et des troubles de l'équilibre, et à la fin, utilisation de l'intelligence artificielle, et plus précisément le réseau neuronal convolutif, pour former un terrain de comparaison comme un indice d'équilibre afin de catégoriser et d'identifier les déficiences. Donc, il y a plusieurs activités de recherche, aussi les étudiants de doctorat et maîtrise qui travaillent actuellement sur ces sujets. Alors, après ma première postdoc chez McGill et après ça chez Polytechnique à l'aide de l'Institut Transmedtech, j'ai commencé un autre postdoc chez le laboratoire d'analyse de mouvement, au Motion Analysis Lab à l'Université Harvard, pour identification et de l'adaptation motrice dans la marche humaine à l'aide de perturbations robotiques. Donc, on a utilisé un système de robotique en Locoma, plus précisément, pour appliquer la perturbation. Et j'ai également utilisé le même type d'algorithme d'identification du système
pour identifier le système de l'adaptation motrice. Donc, on avait un système robotique avec lequel on pouvait appliquer les perturbations et aussi enregistrer les réponses comme les couples appliqués et les positions de marche. Et à l'aide de ce système entrée-sortie, on pouvait identifier un système avec une précision vraiment haute. Pour cette activité de recherche, on a les prochaines étapes, les activités de recherche qui est utilisée par les étudiants de cycle supérieur. On identifie des mécanismes d'adaptation motrice chez les patients pédiatriques au Technopôle de réadaptation pédiatrique à Montréal. Aussi, identification des contributions du système nerveux central à l'adaptation motrice par rétroaction et feed-forward. Également, on développe un programme de réadaptation robotique efficace basé sur le concept d'adaptation motrice. Un autre sujet que j'ai travaillé pendant mon doctorat à Harvard, c'était de contrôler adaptif d'impédance pour un exosquelette des membres inférieurs. Donc, c'est un exosquelette développé par le laboratoire d'analysis motion chez Harvard. Et il y a un court vidéo ici. Donc, dans cette activité, on utilise un système basé sur l'impédance, un système de contrôle basé sur l'impédance pour aider le processus de marche. J'ai également un étudiant de maîtrise qui travaillait avec l'Université Harvard pour co-développer un exosquelette pédiatrique pour les membres inférieurs et aussi mise en œuvre d'un système de contrôle en temps réel. Donc, c'est vraiment important pour contrôler un système robotique de réadaptation, robotique d'assistance, comme l'exosquelette des membres inférieurs. Et aussi application à la rééducation, réadaptation au sol. Donc, en opposition de la réadaptation sur le tapis roulant. Donc, c'est la différence entre les deux types de robots, des exosquelettes des membres inférieurs pour le bout de l'adaptation motrice. Interaction homme-robot, IHR, en robotique d'assistance et de réadaptation inclut plusieurs sujets comme robots mobiles d'assistance, manipulateurs robotiques d'assistance, prothèses robotiques, orthèses et exosquelettes robotiques, robots thérapeutes et robots de réadaptation, aussi robots sociaux qui n'est pas inclus dans les activités de recherche. Il y a plusieurs composants de IHR, de la robotique d'assistance et de réadaptation, par exemple, reconnaissance des intentions, commentaires et mesures des utilisateurs, comme la rétroaction, également rétroaction de la tâche aux utilisateurs, le problème de sécurité, les algorithmes de contrôle partagés homme-robot, programmes thérapeutiques et robotiques et aussi interaction sociale avec le robot. Il y a un exemple pour les robots mobiles d'assistance et les composants, les modalités de système d'interaction homme-robot ici, comme l'utilisateur soi-même, mais aussi l'entrée, l'interface de feedback, qui crée le système d'interaction en robot à l'aide de systèmes de contrôle, les capteurs et aussi l'information captée par l'environnement. Un exemple, c'est un wheelchair intelligent avec un système de autonomous driving.
Dans le prothèse robotique, il y a aussi plusieurs types ou modalités pour l'interaction en robot. En exemple ici, à l'aide de signaux de EMG pour classification, l'intention, planification de mouvement à l'aide d'un système du contrôle de mouvement et aussi sensation, le feedback à utilisateur, comme la rétroaction, le feedback de force ou les sensations de tactile. La même modalité pour un orthèse ou un exosquelette robotique à l'aide de signaux EMG pour contrôler le torque appliqué au dispositif. Et aussi, je vous présente un système de contrôle basé sur l'impédance pour contrôler les activités dans un exosquelette des membres inférieurs, comme les exemples qui étaient déjà montrés avec l'exosquelette chez le Starbird, juste pour aider l'activité de marche à l'aide d'un système de contrôle basé sur l'impédance. Pour les manipulateurs robotiques d'assistance et en anglais ARMS, il y a plusieurs aussi modalités comme le user, l'utilisateur, le contrôle, la planification du mouvement, aussi l'apprentissage. Pour l'apprentissage, on a plusieurs types d'activités aux questions de recherche comme l'identification des objets, apprentissage des activités, aussi prédire la collision. Pour le contrôle, on a le collision avoidance, aussi capter ou détecter les collisions et le contrôle compliant comme le contrôle basé sur l'impédance et aussi planification de mouvement pour inclure le constraint d'articulation et le constraint basé sur les tâches des activités, aussi asservissement visuel pour obtenir l'information visuelle et planification du mouvement. Et par les utilisateurs, on a l'adaptation aux tâches, aussi l'ARM assessment. Un autre exemple de Kinova en mouvement de conformité et prévention de collision. C'est un système de contrôle basé sur l'impédance, comme j'ai déjà mentionné. Donc, il y a un cours vidéo aussi. OK, super. Donc, avec les manipulateurs robotiques d'assistance, on a créé une application dans notre laboratoire de recherche pour réadaptation basée sur les armes. Donc, on utilise un système de robotique dextre comme un manipulateur robotique de 6 ou 7 degrés de liberté pour fournir en flexibilité de mouvement et pour en fait aider les thérapeutes pour les interventions et le programme de réadaptation. Un court exemple ici, c'est avec un robot de KUKA pour les réadaptations des membres inférieurs. Donc, les interactions physiques entre les thérapeutes et les patients sont minimisées ici à l'aide d'un système de robotique de réadaptation.
Dans notre laboratoire, on travaille sur l'intégration d'un système de réalité virtuelle avec un bras robotique de 7 degrés de liberté pour la réadaptation des membres supérieurs. L'autre sujet, c'est le contrôle basé sur l'impédance pour les applications d'adaptation de moteur. Donc, également pour les deux types de réadaptation des membres inférieurs et aussi supérieurs. Un système de thérapeute robotique, c'est également considéré dans notre activité de recherche, dans laquelle on considère plusieurs modalités, comme la réalité virtuelle, l'interaction entre le thérapeute physique et aussi le patient, le capteur de mouvement, la technologie d'aptique stimulant neurones, et aussi EMG, le capteur de EMG, et contrôler l'interaction entre le robot et l'utilisateur. Notre philosophie de recherche en tant qu'un laboratoire à l'aide de l'Institut Transmedtech, c'est le Living Lab Mode créé par l'Institut Transmedtech, qui commence avec le laboratoire et les étudiants, les chercheurs de cycle supérieur. Et on tient l'aide en fait le centre de recherche de CHU Saint-Justine et le technopôle de réadaptation pédiatrique pour établir une connexion, une interaction entre l'établissement clinique et aussi les entreprises pour baser les activités de recherche sur le patient et aussi le clinicien, qui est amélioré par l'aide de l'Institut Transmedtech Montréal. Et merci beaucoup tout le monde. Si vous avez des questions, je suis prête à les répondre. Y aller. Allô? Oui. Ah, ok, on m'entend. Oui. Vas-y, Marie-Philippe, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions avant moi. Non, non, c'est bon. J'allais vous inviter à poser vos questions. Vous êtes plus rapide que moi, c'est parfait. Ah, désolé, je ne voyais pas les micros des autres et tout. Je me suis dit peut-être on ne m'entend pas. Mais merci, monsieur Moabi, pour votre présentation. Mon nom est Rachid Aïssaoui, je suis professeur à l'ETS. Et donc, je travaille dans le domaine de la réadaptation. Donc, évidemment, c'est beaucoup de sujets qui m'intéressent beaucoup. C'est très intéressant ce que vous faites et le développement de la recherche en réadaptation. J'avais peut-être, je ne sais pas, j'avais deux commentaires. Un premier commentaire qui concerne plutôt le domaine du locomat, donc de la locomotion chez les enfants à Sainte-Justine. Est-ce que ce que vous faites comme traitement adaptatif pour améliorer leur démarche dans le cas de Locomat, est-ce que si vous avez fait déjà peut-être des études cliniques là-dessus, où vous commencez, est-ce que, par exemple, si vous prenez une population, je ne sais pas, une dystrophie musculaire ou une cerebral palsy, et que vous ayez, avec la thérapeute, en disant, voilà, il y a un déficit sur le Locomat, on va le mettre et puis on va ajouter nos contrôles neuromusculaires pour l'aider à réaliser la tâche. D'abord, est-ce que vous avez mesuré des différences entre l'utilisation du Locomat ou non? Et est-ce que cette différence persiste en dehors du Locomat? Est-ce que l'enfant réadapte mieux? Est-ce qu'il y a, en d'autres termes, c'est une question un peu clinique, mais je vous la pose, même si vous n'êtes pas peut-être dans le domaine, juste pour savoir si vous avez déjà effectué, vous êtes allé jusque-là ou... Voilà, donc Oui, ça, c'est ma première exactement. question. Ça, en fait, merci beaucoup pour les commentaires. En fait, en bonne question pour la différence entre les activités de réadaptation avec un système robotique comme Locomat. Donc,
Pour notre activité, on a commencé par étudier le processus d'adaptation motrice. C'est un concept qui était déjà poursuivi par l'autre chercheur, mais pour les membres supérieurs, pas pour les membres inférieurs. C'est un sujet ou activité de recherche à l'aide des sujets de participants totalement en santé. Mais juste pour identifier un système de contrôle, en fait un modèle mathématique d'adaptation motrice. Mais également, on a déjà mentionné qu'il y a une différence entre l'application de l'adaptation au sol avec l'aide des exosquelettes comme ça, qui marchent, qui fonctionnent au sol, sur le sol, en opposition de la réadaptation sur le tapis roulant, par exemple le coma. Donc, il y a une différence parce que ce n'est pas en situation réelle. Donc, on doit on travailler sur l'identification de différences entre les deux maintenant. Donc, il y a un étudiant de cycle supérieur qui travaille avec les patients, avec les expérimentations pour identifier, pour préciser s'il y a des différences de réadaptation motrice entre les deux types d'adaptation robotique. Donc, c'est ça, oui. Mais les autres sujets que vous avez déjà mentionnés, ils sont tous vraiment intéressants, peut-être les sujets des activités de recherche à venir. Merci pour votre réponse. Merci. D'autres questions? Alors, je vais peut-être en poser une. Moi, merci beaucoup pour la présentation, Abou-Fazi, c'était très intéressant. Ma petite question, moi, ça serait de savoir, moi j'ai trouvé ça super intéressant que tu parles de contrôle d'impédance avec les exosquelettes des membres inférieurs. Sais-tu pourquoi il n'y a pas plus d'exosquelettes qui utilisent des technologies justement d'actionneurs compliants pour aider à la marche? OK. La question, c'était pourquoi le type différent d'exosquelette n'utilise pas ou utilise. Ben, moi, ce que je vois dans les exosquelettes, c'est beaucoup les actionneurs rigides. Donc, on guide le patient ou celui qui l'utilise. Il suit la démarche de l'exosquelette, mais le contrôle d'impédance ou le contrôle adaptatif, là, ça implique des actionneurs qui sont compliants, donc qui réagissent au mouvement. Donc, c'est plus la personne qui dirige l'actionneur. C'est des actionneurs, l'exosquelette. Les actionneurs sont plus mous, mais on en voit peu d'exosquelettes de ce type-là de déployer. C'est encore des actionneurs rigides. Hein. Et le problème, la première problème physique, c'est avec l'actionneur parce que l'actionneur, il y a un système de transmission vraiment fort, vraiment large, par exemple, par rapport de 200 pour le système de transmission. Donc, si on applique un mouvement d'actionneur, on doit réduire par 200 fois le mouvement de système de transmission. Et également, le torque, le couple, la force appliquée, c'est avec en relation inversée. Donc, c'est vraiment difficile de faire un mouvement inversé par l'utilisateur appliqué sur l'actionneur en termes de physique. OK? Donc, et aussi avec le système de transmission très nouvel, par exemple, Harmonic Drive, le backlash, c'est proche de zéro. Donc, c'est pas possible d'avoir en flexibilité de mouvement sans le système de contrôle. Donc, c'était la raison qu'on utilise un système basé sur l'impédance pour aider, pour créer un système de mouvement transparent aux compliants à l'aide de capteurs différents. Donc, également,
on doit utiliser le capteur de torque, le capteur de couple, le capteur de mouvement, par exemple, le potentiometers, et l'autre capteur. Donc, c'est un système de contrôle compliqué avec l'aide de plusieurs types de capteurs. Si on arrivait avec un actionneur performant, backlash minimal, exactement, oui. Intervalle de force élevé, donc de très faible à très élevé, on aurait l'actionneur idéal pour pouvoir faire un exosquelette pour les membres inférieurs, d'une certaine façon. Oui, c'est possible d'utiliser plusieurs types d'actionneurs vraiment, vraiment bons. Mais le problème, c'est avec la transmission. Par exemple, pour réduire le masse de système, le poids de système, on utilise le moteur, l'actionneur brushless. Les actionneurs brushless à une vitesse vraiment, vraiment haute. Pour réduire de vitesse, aussi pour augmenter le couple, on doit utiliser un système de transmission vraiment, vraiment efficace comme un harmonic drive. Avec le système de harmonic drive, le backdrivability, c'est presque impossible. Je pose la question parce que, dans le fond, à l'intérieur d'Inter, il y a un groupe de recherche qui est piloté par Jean-Sébastien Plante qui développe des actionneurs magnéto-rhéologiques qui ont ces caractéristiques-là. Là, ils viennent de faire un troisième bras, là, un bras surnuméraire qui est capable de, on va dire, de grande douceur et de grande force. Et puis l'extension possible, c'est ça, là. Donc, on avait un mandat où on avait utilisé des actionneurs magnéto-rhéologiques pour le faire avec une transmission. Les actionneurs étaient dans le dos et puis on utilisait des câbles pour faire le transfert de force au niveau des membres inférieurs. Fait que je pense que moi, j'étais content de voir que tu es un expert là-dedans parce que c'est probablement une opportunité pour pouvoir pousser plus loin cette partie-là. Également, avec le système de contrôle basé sur l'impédance, c'est ici, on peut modéliser le système, l'interaction entre le robot aussi, l'utilisateur, comme un système de ressort d'amortissement, vraiment simple. Avec le système, avec l'impédance, avec le contrôle d'impédance, on peut ajuster, on peut jouer avec le paramètre de ressort et amortissement. Par exemple, pour notre application de réadaptation. Donc, ce n'est pas toujours compliant. On peut jouer avec le terme de compliance, avec le paramètre de compliance, mais peut-être pour ajouter des résistances. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser un système basé sur l'impédance dans l'application de réadaptation, oui. Il y a dans le fond, à travers ta présentation, moi, je vois des opportunités. Je pense qu'on pourrait te présenter à professeur Jean-Sébastien Plante. Je vois aussi Marie-Hélène Milot qui a un système qu'on a développé robotisé pour c'est un exercice pour les membres supérieurs qui a un contrôle compliant avec réalité virtuelle comme élément de stimulation. Puis, il y a Karina Lebel qui développe une plateforme comme tu l'as montré à la fin, là, la personne avec le VR, puis celui-là, le tapis, donc, qui développe pour un déplacement omnidirectionnel de la personne. Fait il y a des liens à faire avec des chercheurs inter, je pense qu'il serait intéressant. Fait que merci pour la présentation, ça m'a permis de te connaître au niveau de tes intérêts de recherche, puis pouvoir justement te pister sur des collaborateurs potentiels. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir ici dans le Midi Inter d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre commentaire. Merci. D'autres questions? N'hésitez pas. C'est une minute, ouais. Je pourrais avoir d'autres questions s'il n'y a personne, mais peut-être d'ordre technique. François, si c'est possible. Vas-y, c'est Marie-Philippe qui est la host. Là, ah oui, c'est Marie-Philippe. Désolé, Marie-Philippe, je dis François.
Ah, il n'y a pas de problème, on partage le Ok. rôle à mon sens. C'est- Allez-y, s'il n'y a pas d'autres ouais. questions, s'il n'y a personne qui se manifeste, tant mieux. Vous avez Au la fait, parole. en fait, c'est une question un peu technique, mais je vais la poser comme ça. Vous avez beaucoup parlé des systèmes d'identification. Mhm. J'en utilise souvent des systèmes d'identification. On a des d'entrée input-output et on identifie un système, j'imagine, souvent c'est des systèmes non linéaires ou Hammerstein-Wiener ou NARX ou quelque chose comme ça, puisque vous avez mis des fonctions de transfert, des réponses en fréquence, pardon. Ma question est la suivante. Souvent, dans les systèmes d'identification, on précise au départ le nombre de pôles, de zéros, etc. Sinon, ça devient un problème très, très large à résoudre si on ne connaît pas les nombres. Est-ce que vous avez des techniques, par exemple pour l'identification, pour limiter le nombre de zéros et de pôles, ou vous faites un span? Et en fait, on a utilisé deux types différents de systèmes d'identification, d'identification de système, comme le type d'identification paramétrique et non paramétrique. Donc, dans le type non paramétrique, on a utilisé le système basé sur le domaine fréquentiel, Ouais, juste pour calculer, par exemple, le gain, la phase c'est de ça. sortie, et également les portions de reliance linéaire de sortie à l'entrée comme en indice cohérent. Désolé, c'est un peu difficile de Cohérent, prononcer oui, en français. Coherent. cohérent. Oui, Oui, cohérent. exactement. Cohérent, Cohérent. oui. OK. Oui, c'est comme ça aussi pour l'identification paramétrique. Oui, il y a plusieurs types d'activités. Ils sont tous un petit peu compliqués. On a utilisé le modèle différent comme Hammerstein Models. Wiener. Oui, exactement. Donc, c'est comme ça. Mais c'est un peu difficile Donc, on doit OK. au début d'identifier le type de système à l'aide de, par exemple, à l'aide de réponses fréquentielles, juste pour avoir une idée de types différents de systèmes, de délai de système et d'autres choses. Et après ça, fitter un modèle paramétrique au système. Donc, c'était comme ça. Je comprends. Donc, Oui, vous avez un deuxième, troisième ordre en fonction des réponses en oui, fréquence. Puis exactement. après, Oui. OK, là, j'ai ma réponse. Merci.